Autour de moi sont réunis aujourd'hui Philippe Chevalier. Présent. Bernard Mabille. Présent. Vincent Perrault. Présent. Mireille Dumas. Présente. Et Jacques Zaluta. Présent. Et puis notre invité d'honneur dont je vous disais tout à l'heure, et je le répète et le confirme, c'est la première apparition parmi nous et nous nous languissons un peu de le voir partout, sauf chez nous. Sauf que aujourd'hui, on va le voir surtout chez nous et que au mois de juillet, il sort 2 films en même temps. Alors, je suppose qu'il prie Louis Baudin que à ce moment-là, il se mette à pleuvoir. C'est Daniel Auteuil. Soyez le bienvenu, cher Daniel Auteuil. Soyez le bienvenu et il faut quand même que je vous demande pourquoi avoir mis autant de temps à nous rejoindre. Je peux vous répondre tout de suite. J'ai écouté depuis donc longtemps cette émission et j'étais toujours très impressionné. Parce que si vous voulez, c'est une émission où il y a des gens avec beaucoup d'esprit, et j'ai toujours pensé que je ne serais pas à la hauteur. Et là, ça a un peu baissé ces dernières années. Et donc, je me suis dit, je suis au niveau, je peux y aller. Alors, on peut quand même se demander, parce qu'on connaît les difficultés du cinéma, la crise de spectateurs qui atteint aussi le théâtre, on en parlait l'autre jour. Pourquoi vous sortez 2 films en même temps et pas toujours à la meilleure période? Alors, cette histoire de période, ça aussi, ça a évolué, comme le milieu du cinéma a évolué, comme les gens de cinéma ont évolué, comme le monde a évolué. C'est-à-dire que les gens qui se penchent sur les sorties de films constatent que l'été, il y a un potentiel énorme de public. Et plus en plus. Hein. Oui. Ouais. Et que quand les films veulent marcher, et bien que ça soit, peu importe la saison, les gens y vont, voilà. Ensuite, la sortie simultanée, c'est audacieux, c'est pas forcément ce que j'aurais fait en priorité, mais c'est aussi une façon de laisser aux gens le choix. C'est une nouvelle, une nouvelle proposition. C'est-à-dire que ils ont la liberté s'ils Vous pensez qu'un film va renvoyer vers l'autre? Je pense que c'est possible, oui. Mais les films vont suivre dans la programmation au cinéma? Les films vont se suivre dans la programmation. C'est-à-dire si on sort à 16h, on termine à 16h, on peut réattaquer l'autre à 16h30? Je pense qu'on peut. Ah, c'est bien ça. Mais je suis pas sûr. Vous regarderez vos journaux, j'en sais rien. Peut-être alors. Ah non, mais ça c'est bien ça. Non, parce que je fais les films avec beaucoup de plaisir et tout ça. Et ensuite, j'ai beaucoup de plaisir d'en parler. Et ensuite, je sais pas comment va exactement se passer cette double sortie parce que c'est nouveau. Mais en tout cas, je sais que ça va doubler les salles et qu'on aura le choix. Voilà. Ouais. On pourra pas les manquer. En tout cas, si les 2 films sortent en même temps, ils n'ont pas été tournés en même temps. Si, monsieur. Ah bon? Ah oui, si. Mais en même temps, je voulais dire, vous alliez d'un plateau à l'autre? Alors non, c'était par ordre. On a fait les films dans l'ordre des décors, c'est-à-dire que donc il s'agit donc de Marius et Fanny, de Marcel Pagnol, et beaucoup de scènes se passent dans le café de Marius. Dans les 2 histoires, et on a raconté l'histoire par décor. Alors Pagnol, bon, vous êtes fidèle à Pagnol. Il faut remarquer quand même que c'est un phénomène Pagnol, parce que bon, il a disparu il y a un moment. On aurait pu croire que c'était un auteur régional, que c'était un feu de paille. Ben pas du tout. C'est non seulement un grand auteur, mais un auteur universel. Ah oui, et reconnu dans le monde entier. Et c'est un auteur qui a la particularité toujours aujourd'hui de parler de nous dans notre époque. Non mais attendez, en quoi par exemple Fanny et Marius concernent-ils des spectateurs japonais?
Je ne sais pas, mais ce que je peux vous dire, c'est que les Japonais ont fait un remake de Marius et Fanny, et ça a un énorme succès parce que ça raconte l'histoire toujours c'est des histoires universelles, des histoires d'amour, et puis ce sont des tragédies presque grecques, même si elles ne sont que marseillaises. Donc il y a comme ça, il y a dans les histoires de Pagnol un lyrisme, une émotion, une force qui fait que il est compris dans le monde entier. Mais vous dites, Daniel, que les Japonais ont fait un remake, ça veut dire que la partie de cartes, c'était une partie de Mikado, alors? Oui, c'est un truc comme ça. C'est effectivement, effectivement, c'est une partie. Je joue pas. Je sais pas si comment ils disent. Tu me fords le cœur en japonais. Dans le Japon du Sud, ils ont un accent méridional pour les Japonais. Oui. Non. Imatumi. Oh, tu me fais du sushi. Je vous connais, je vous écoute. Hein. Vous ne croyez pas que sinon je serais pas venu. Alors bon, deux personnages éternels. Bon, là aussi, les modes ont passé. Ils auraient pu ne plus être dans le coup. Pas du tout. C'est-à-dire que un garçon qui a envie, qui veut pas faire comme son père et qui veut vivre d'autres choses et qui veut découvrir le monde, et qui laisse une petite graine avant de partir, c'est quand même assez banal. C'est de toute éternité. Dans ce qu'il y a de beau, de fort dans ces histoires, c'est toujours le destin contrarié des gens. C'est-à-dire ces deux jeunes gens qui sont nés pour s'aimer, qui vont s'aimer, lui qui est appelé par ses désirs d'aller voir d'autres choses, et cette fille qui par amour va le forcer à partir. Voilà, c'est tout ça. Les Japonais, les Américains, tout le monde comprend. Et l'autre avantage aussi, il y a toujours eu un souci. Pagnol, même quand il faisait ses films, les Parisiens ont toujours eu un problème avec l'accent. Ils ont toujours pensé que c'était un truc caricatural. Heureusement que les Américains faisaient pas la différence entre l'accent de Paris et l'accent de Marseille pour s'apercevoir que la langue, elle, était universelle, quoi. Je voudrais que Jacques Balutin vous fasse lecture d'une première citation dont vous allez identifier l'auteur parce qu'elle rejoint votre propos. Qui a dit l'amour d'une vierge est aussi... Non. Ah bon, c'est la deuxième. Il part tout de suite sur les trucs chauds. Ah non, mais il est bien lourd. Français vit de ses comédies et récompense ses drames. Ah oui. Non, c'est pas celle-là. C'est la dernière. Vous devriez, excusez-moi, vous devriez répéter. C'est la dernière. Commence par le nom de l'auteur. C'est tout de même curieux de penser que les Marseillais trouvent que nous avons de l'accent. Qui a dit ça? C'est pas n'importe qui. C'est pas Marcel Pagnol. Non. C'est Godin, Jean-Claude Godin. Non, c'est quelqu'un qui parlait pointu, hein. Ah oui. Et qui parlait français. Ah, très bien. Un académicien? Non. Un chanteur? Non. Non. Un auteur. Un auteur? Auteur, comédien, attention. Sacha Guitry. Eh ben voilà, Sacha Guitry. Donc, vous voyez, l'accent est perçu différemment selon le pays d'où l'on vit. Alors, les acteurs, on peut pas aujourd'hui distribuer les principaux rôles comme on les distribuait à l'époque de la création. Oui, physiquement on a changé, mais je trouve malgré tout que cet Oran de Mazis tant décrié garde quelque chose d'absolument magique. C'est vrai, moi je fais partie des gens qui ont été transportés par Oran de Mazis. Mais elle était touchante dans sa maladresse de comédienne finalement. Hein. Elle n'était pas maladroite, c'était une tragédienne. Et il fallait... C'était une tragédienne. Et... moi, aujourd'hui, effectivement, j'ai trouvé des jeunes gens qui ont l'âge du rôle, qui sont beaux comme Pagnol les a écrits et qui ont l'accent qu'il faut avoir, voilà. Mais c'est une autre époque, c'est-à-dire que les films que je fais, qui sont vus avec le regard d'aujourd'hui, comment aujourd'hui on voit cette histoire, n'enlèveront jamais, et je ne veux pas enlever quoi que ce soit à ces films mythiques qui existent. Voilà, simplement, pour les nouvelles générations, je pense qu'il y a une espèce de... C'est plus facile d'aller voir des films d'aujourd'hui, d'aller voir ces films-là avec leurs acteurs d'aujourd'hui, quoi. Mais vos Marius
Fanny se passe à l'époque où Pagnol les a écrits ou en 2013? Non, ça se passe à l'époque. C'est comme La fille du puisatier. Oui, c'est ça, ça se passe à l'époque, oui. Alors, on va vous soumettre le menu des grosses têtes. Il y a 4 plats, vous allez en choisir un, et c'est ce plat-là qui vous sera servi. Alors, vous avez le tennis. Balle de match. La garde à vue. Bon, c'est pas très attrayant, mais vous rencontrerez du beau monde et peut-être des gens de connaissance. Vous avez le check-up. Et la baraque foraine. Ah, ben voilà, j'étais sûr. Il a choisi la baraque foraine. Ah oui, c'est plus gai. Alors maintenant, il faut choisir un patron ou une patronne pour la baraque foraine. Parce qu'il faut quelqu'un pour tenir la caisse, hein. Alors, la patronne. La patronne. Ah, Mireille. C'est Mireille Dumas qui va faire tourner la roue. Allons-y, allons-y. Je dois crier. Tu t'imagines sur le vieux port, ramène un peu les amis, les collègues. Là. Ça va tourner, ça va y aller. On y va tous pour Daniel Auteuil. Allez. Vie professionnelle. Ville professionnelle, c'est-à-dire Ça commence doucement. tout ce qui touche ces 2 films, et puis la pièce que vous allez interpréter au Théâtre de Paris à la rentrée en septembre. Et là encore, cher Daniel Auteuil, vous avez le choix entre les interlocuteurs, sachant que sur les rangs se trouvent Philippe Chevalier, Bernard Mabille et Vincent Perrault. Et Jacques, il fait pas? Non, moi, Il pose les questions. Il pose les questions culturelles On ne aujourd'hui. peut plus faire 2 choses à la fois. Mais qu'est-ce qu'il va tout faire? Déjà qu'il a du mal. Déjà qu'il a du mal, tombe pas sur la Prends Vincent qui est en face, comme ça, j'aurais pas, parce que j'ai un torticolis. Ah ben voilà. C'est juste parce que voilà, c'est plus facile comme ça. Voilà, regardons-nous dans les yeux alors. Donc, Daniel, qu'avez-vous pensé du rôle muet et bénévole de juré que vous a confié le dernier festival de Cannes? On voudrait quand même quelques scoops. Ah, alors les scoops, vous savez, je suis tenu au secret professionnel. Oh, pas mais quand pas une c'est fois que c'est fini, fini. quand même. Si, après. Qu'est-ce que j'ai retenu de ce festival? D'abord, la joie de partager pendant 12 jours. Pendant 12 jours, j'étais avec des gens vraiment de Ah oui, il y avait un beau jury. Il y avait un beau jury, des gens exceptionnels. Ensuite, ce truc formidable d'aller voir des films sans savoir ce qu'on va voir, c'est-à-dire on arrive le matin, on sait pas, donc sans aucun a priori et là je me suis dit quand même au fond, si les gens pouvaient être mus, les spectateurs pouvaient aller voir les films comme ça, juste sur une intuition, mais je crois au fond c'est ce qu'ils font, et pas écouter ce qu'on leur raconte, parce que par exemple moi je suis très mauvais pour faire la promo de mes films, je sais pas en parler, donc plus je parle de mes films et moins on va les voir. Non mais attendez, le métier de juré c'est tout à fait autre chose. Juré, c'est autre chose. C'était la première fois, effectivement. Mais tous, nous étions tous jurés pour la première fois, et je me disais, mon Dieu, heureusement que c'est pas pour des têtes. C'est impressionnant. Alors donc la première fois on se dit comment ça se joue, comment on est. On n'est pas fatigué de voir tant de films en si peu de temps. On n'est pas fatigué, mais il y a un truc un peu obsessionnel, c'est-à-dire les films tournent. Vous pouvez plus vous endormir sans voir des images, ça tourne. Et puis je dois dire qu'un film chasse l'autre et que pour que le film qu'on attend, la fameuse palme, tout d'un coup, ça c'est vrai, il y a une... Vous êtes jamais endormi pendant une projection? Non. Ah bah ça c'est une performance. Vous prenez des notes pendant la projection, non? Non, pas de notes, non, moi, vous savez, j'ai tout là. Ouais. Je montre ma tête, je dis ça aux auditeurs. Alors, venons-en à Marius et Fanny, puisque ce sont quand même les 2 films qui nous intéressent là. Sur les personnages, Daniel, est-ce que vous considérez que Marius est un peu velléitaire et que Fanny est finalement un peu opportuniste? Non, Marius d'abord. Marius c'est un jeune homme qui a une vie toute tracée. Il a un bar. Il a été élevé par son père. La maman n'est pas là, donc il a eu une espèce de papa-maman en même temps. Et puis il veut pas de cette vie qu'on lui propose. Il habite sur le port. Il voit arriver des bateaux qui partent, qui vont aux îles sous le vent, qui vont partout. Donc lui, il veut partir. Ce qu'il va faire, c'est que c'est l'histoire d'un garçon qui va rater sa vie. C'est-à-dire que parfois,
c'est là où la vie est difficile. Moi, je suis parti. Beaucoup d'entre nous sont partis pour faire ce qu'on avait envie de faire. Lui, il est parti, mais ce qu'il a vu, ce qu'il a fait, ça lui a pas forcément plu et il a. C'est ça que, si vous voulez, on peut appeler un velléitaire, quoi. Ah, c'est ça. Je savais pas la définition du mot. Merci. Et alors, en ce qui concerne Fanny, est-ce qu'elle est une petite opportuniste? Je vais demander à Monsieur Bouvard. Non, elle est pas opportuniste. Non, elle est pas opportuniste. Elle est poussée. Elle est à la fois. Elle, au contraire, elle est un personnage très très moderne. Elle dit, sa mère lui dit, mais enfin, tu as un enfant, tu te rends pas compte? Il te faut un mari, mais elle dit, mais je peux très bien élever mon enfant tout seul en travaillant, je peux le faire. Oui, mais il y a eu la tante Zoé aussi avant qui a montré. À l'époque, c'était pas un propos commun, ça. Oui, c'était un commun. Et elle dit, et puis elle dit, par exemple, la fille Marion qui elle aussi, elle a son mari est pas là, et puis elle a gardé l'enfant. Elle dit oui, mais le père est mort, tandis que le tien, il est parti à la nage pour pas avoir pour vous quitter toi et l'enfant, quoi, voilà. Donc, j'ai pas fait rire, je l'ai mal dit, ce que je dis. Non, pas du tout. Non. Quand je pense que je dois raconter une blague, ça va être terrible. À propos des comédiens, est-ce que Marianne Chazelle a longtemps hésité avant d'accepter le rôle de la maman de Fanny? Non, elle n'a pas hésité. Vous savez, elle était déjà dans La Fille du Pusatier. Elle faisait ma sœur et Beau métier. de faire ma sœur. Oui. Ah ouais, j'avais pas pigé. Ouais, c'est un beau métier. Elle faisait ma sœur. Elle faisait ma sœur. Elle faisait kiné. Non, non, elle n'a pas hésité. Non, il y a toujours un moment où les comédiens et les comédiennes, mais c'est particulièrement douloureux pour les secondes, changent d'emploi parce que le physique et l'âge sont là. Vous parlez, moi aussi j'ai changé. C'est plus moi qui les tiens dans les bras, les petites. Hein. Non, je suis grand-père. Non, c'est fini. Non, mais bon, on s'y fait. Qui vous pose des questions sur les vies privées, sur la vie privée? Peut-être Philippe Chevalier ou Bernard Mabille? Oui, mais... Oui. Est-ce qu'il a le dossier? Ah ben je vais l'avoir. Ah, il va l'avoir. Ah ben je vais l'avoir. Alors, Daniel, c'est le dossier ultra secret. Hein. Mais Daniel, ne vous tournez pas forcément si vous avez un torticolo. Alors, quelles opérettes chantaient vos parents et vous-même à vos débuts? Toutes, hein, c'est-à-dire de l'auberge du Cheval Blanc, en passant par les Mousquetaires au couvent, qui est un opéra comique, mais Vous vous souvenez encore de l'air? De tous les airs. Je me souviens, par exemple, moi j'ai commencé à 4 ans. J'étais le fils de Madame Butterfly. C'est la première fois que je suis en contact avec une actrice. J'ai des chanteuses, donc si vous voulez, j'ai de grands souvenirs de cette proximité. À la fois, on peut rien faire parce qu'il y a 800 personnes dans la salle, mais en même temps, on est très proches et c'est très troublant. Et puis, je faisais nous marchions la tête haute comme de petits soldats, marchons sans faire de faute, taratata, taratata. Je faisais les enfants de Carmen. Ah oui. Aussi, dans Carmen. Ah oui, parce que voilà, c'est ça. plus de l'opérette, c'est comme Madame Butterfly, ça c'est de l'opéra. Oui, c'est l'opéra, opéra comique. Opéra comique. Voilà, plein de choses. Ah ouais, non mais c'est drôlement bien. Ouais. Je vous dis, c'est quand même un truc. Oui, c'est privé parce que c'est moi la première fois à 4 ans. C'est la première fois que vous montez sur une scène. C'est-à-dire, il y a à la fois la proximité, il y a le public, il y a cette chaleur, il y a toutes ces têtes, tous ces trucs. Et puis, vous êtes collé à une femme qui vous souffle. Sur la mer calmée. Donc on regarde des trucs précis. On regarde, tiens, à l'époque, les dents n'étaient pas comme aujourd'hui. Il y avait des il y avait des plombages. Il y avait des plombages, des gros plombages, tout ça. Ah, une chanteuse plombée, il faut se méfier. Hein. J'ai du métier parce que je lance bien le truc. Merci. Alors, rechanterez-vous avec Dave? Non. Non, mais en revanche, nous ferons ensemble bien volontiers la cuisine, comme nous faisons, des promenades et nous raconterons nos souvenirs comme nous faisons, et puis parlerons de la pas de chant. Non, parce que j'ai essayé, je l'ai fait un peu dans les années 80 avec beaucoup de plaisir, mais d'inconscience. Et puis j'ai bien vu là que, si vous voyez, j'étais j'étais à mon seuil d'incompétence. Que la vie me pardonne avait été un tube, hein? Oui, un tube, mais ça veut dire que les gens ont du goût aussi. Hein. Comment, Daniel, passe-t-on quelques mois de géomètre à saltimbanque?
Oh, on n'a pas le choix. Géomètre, c'était vraiment un métier de hasard, comme dit Léo Ferré. Pas mal, celle-là. Enfin, c'est le métier le plus précis du monde. Le plus précis. Mais moi, très vite, mon patron a compris très vite. C'est-à-dire, j'avais une espèce d'instrument qui s'appelle le graphos. Il me dit, tu sais te servir de ça? J'ai dit oui. Et la matinée, j'ai déchiré tous ses plans. Il a dit d'accord, j'ai compris. Et il m'a amené avec lui sur le terrain. Et j'avais donc, je suis devenu manœuvre et je faisais des trous là-bas dans la garrigue. C'est très dur parce que c'est de la grosse caillasse. Et la mire à l'époque était, maintenant elles sont légères, mais à l'époque c'était vraiment un long morceau une planche très lourde qu'on porte comme ça sur l'épaule. C'est pour ça que je me suis mis très tardivement à faire du ski, parce que chaque fois que j'ai les skis sur les épaules, j'ai l'impression que je suis géomètre. Mais quand vous dirigez le tournage d'un film et que vous collez l'œil à l'œilleton... Ah, c'est pas pareil. C'est pas pareil parce que le regard et puis d'ailleurs géomètre, j'ai jamais posé l'œil à l'œilleton parce que c'était pas moi, c'était trop compliqué. Là s'il s'agit de définir un cadre, et ce cadre correspond au fond à une émotion et à ce que la scène doit raconter. Donc et puis voilà, j'ai fait acteur, enfin je suis acteur depuis 40 ans, géomètre je l'ai fait 6 mois. Et est-ce que d'avoir été à vos débuts machiniste et électricien vous permet de bricoler à la maison? Non, pas du tout, pas du tout. Non. D'ailleurs, c'était à l'époque de Haut-Calcutta, j'étais électricien, on me mettait sur les poutrelles pour installer, j'avais le vertige. Et vous ensuite, deviez vous rincer l'œil, hein, là. Ah oui, beaucoup. Oui, Beaucoup. Tout le monde était à poil ou presque. Hein. À poil. Même les électriciens. Non, on était habillés. On était habillés. Et après, j'étais à la poursuite. Vous savez ce que c'est la poursuite? Oui, c'est le projecteur orientable. Voilà, c'est ça. Et là, je m'amusais. Ah oui. Mais vous éclairiez les lunes? Ah oui, les lunes, oui. Et après, beaucoup de filles se sont trouvées bombées. Alors donc, Monsieur Chevalier, vous pêchez... C'était des petites dindes, vous savez. Oui. Lorsque vous pêchez en Corse, tenez-vous la ligne ou la confiez-vous aux poissons? Vous êtes un pêcheur actif ou bien vous pensez à autre chose Je pense à autre chose. Mais parfois je pense je me concentre pour que le poisson, je me dis, pourvu qu'il est fin celui-là, mais ils sont gavés en Corse les poissons. Ils ont vraiment. Je suis un piètre pêcheur. Pour la vie privée que j'ai eue. Et ça c'est bien, comme ça vous aurez le paradis plus vite. Voilà. Alors donc, c'était la dernière question, Daniel. On a fouillé la sonothèque des grosses têtes à la recherche de quelque chose qui pourrait vous amuser, vous émouvoir et qui en tout cas aurait un rapport avec Marcel Pagnol. Et on a trouvé une confidence de Michel Galabru, qui est un personnage de Pagnol avant la lettre, sauf que il n'a jamais tourné avec Pagnol de son vivant, un rôle de son répertoire, mais qu'il se souvenait avoir été approché pour la femme du boulanger. Je ne me sentais pas capable de jouer ce rôle, qui avait été joué parfaitement, il n'y avait rien à toucher, c'est comme refaire un Rembrandt, il n'y a rien à faire. Et je le lui ai dit. Il me reçoit, et c'est Galabru, il fait « Ah !» Il fait « Ça m'a plu, ça !» Il fait « Ah !» Remarquez, il faisait ça à tout le monde, « Ah !» Et il me dit, c'est pour... il voulait monter la femme du boulanger au théâtre, parce que c'était un film, ça n'avait été jamais joué au théâtre. Il voulait donc créer ça au théâtre. Je lui ai dit, écoutez, monsieur Pagnol, moi, je vais vous dire une chose, n'est-ce pas? Vous avez travaillé avec Rému, vous l'avez vu. Vous allez être déçu. Ça va pas vous plaire. C'est pas possible. Je suis l'orteil de Rému. Et il m'a dit, vous avez raison. Sauf Jacqueline, qui derrière a dit, oui, Michel, d'accord, mais il faut que ça se joue. J'ai fini parce que De Funès m'avait dit, n'accepte jamais à dîner ou à souper, parce que tu es obligé de signer à la fin. Tu es plein de crème chantilly, de vin, de gâteau, tu signes, tu vois plus rien. Et c'est ce que j'ai fait. Il m'a foutu dans un restaurant, là. J'ai bouffé comme un chancre et à la fin, je voyais plus rien. Et il m'a été très habile parce qu'il m'a dit, non, mais moi, Rému, je fais pas, j'ai pas vu Rému, je veux pas de numéro d'acteur. J'ai une troupe, moi, c'est une troupe. La boulangère partira toute nue sur un cheval blanc. Comment ne pas signer? Un tour de roue, chère Madame la patronne. Bien sûr, maintenant, on va aller un peu dans le gras du sujet. On va vraiment faire de la vie privée, pour faire plaisir à Daniel. Oui, j'adore ça. Allez. Alors,
Alors, ça ne nous regarde pas. Oui, alors ça, c'est les questions qu'on ne devrait pas vous poser, mais comme on a insisté pour qu'on vous les pose, et je vous signale que c'est Bernard Mabille qui, maintenant, va vous les poser. Ah oui. Attention. Est-ce que c'est parce que vous n'aviez pas votre bac que vous avez été recalé à l'entrée du conservatoire et à l'école de la Rue Blanche? Non, c'est pas lié, non, aucun rapport, non, franchement, non. Non, on ne demandait pas le bac, là. Non, on ne demandait rien. Non, mais bon, on demandait d'avoir la vocation, vous l'aviez quand même. La vocation, je l'avais. Je pense pas que je devais être si mauvais que ça. C'était question de génération de critères. Enfin, c'est des critères. C'est-à-dire que c'était des, voilà. Enfin, c'est ce que je me suis dit pour me remonter le moral. Hein. Je me suis pas dit, je suis à chier. Je me suis dit, je dois pas correspondre. Voilà. Mais Daniel, rassurez-vous, moi-même, j'ai été recalé à la Rue Blanche. Alors, oui, c'est ça. Ne vous faites pas de soucis. Oui, c'est ça. Pour votre carrière. Ben oui, c'est ça. Alors vous en êtes bien tiré, été recalé à la rue Chevalier. Non, ça c'est vrai. La porte est toujours Daniel, ouverte. comme votre carrière a commencé assez tard, avez-vous un temps désespéré? Ça n'a pas commencé tard. Oui, ça, pas si tard que ça. Non, ça n'a pas commencé tard. 30 ans, on a vu des carrières démarrer plus tôt, hein. Je considérais déjà que d'être sur une scène de théâtre à 20 ans, de gagner ma vie avec le métier que j'aime le plus au monde, c'était une chance inespérée, que c'était une réussite. J'ai toujours pensé ça. J'ai toujours été heureux de ce que la vie et ce métier me donnaient au moment où je l'avais. Et je me suis jamais projeté dans une réussite sociale. C'était impossible à imaginer. Enfin, ce que j'ai vécu jusqu'à présent, si j'avais dû l'imaginer, je l'aurais pas cru, quoi. Donc, donc j'ai été. La réussite, c'est tout le temps. La réussite, c'est de vivre avec et d'être heureux dans le métier qu'on aime. Et je le dis très sincèrement. Mais vous parlez de réussite sociale, gros succès, machin, tout ça. Non, mais attendez, c'est très bien d'être machiniste dans un théâtre, mais enfin, c'est pas le rôle dont vous rêviez. Ah non, mais c'était à 22 ans. À 22 ans, j'étais dans une pièce qui s'appelait Godspell. À 20 ans, j'étais au TNP, dans un sac. Et avec les jambes qui mais dépassaient. Le vedettariat, ça a mis plus longtemps. Oui. C'est ce qui s'appelle bien jouer avec les pieds. Hein. Mais oui, mais ma pauvre mère qui est venue me voir, j'étais quand même au Festival d'Avignon. J'avais quitté Avignon 3 mois après. J'étais engagé au TNP et j'étais à Avignon. Et mon rôle consiste, j'avais 2 apparitions. La première, j'apparaissais en hausse garde d'une trappe de profil, les gens riaient. Je sais pas pourquoi. Et la deuxième, j'étais dans un sac et il y avait que les jambes qui dépassaient et Maria Cazares me mangeait les jambes. Et ma mère vient voir le spectacle et elle me dit à la fin, qu'est-ce qu'elle peut dire? Mon fils, qu'est-ce qu'elle a dit? Que tu as de belles jambes. Ça, voilà. Ça encourage à vivre, voilà. Est-ce par conscience professionnelle qu'un comédien peut décider de vivre à la ville avec une femme qui est déjà sa partenaire professionnelle, ou au théâtre ou au cinéma? Non, ça c'est parce qu'il est, comment dire, ça c'est parce qu'il aime la difficulté. Enfin, la plupart du temps, un comédien vit avec une comédienne et vice-versa. Hein. Oui, comme peut-être un employé de bureau, qu'un coiffeur, ou je sais pas. Pour être sûr d'avoir de quoi parler après le dîner. Pour être sûr de pouvoir parler de soi tranquillement. Qu'attendez-vous pour offrir un rôle à votre fille Aurore? Ben, écoutez, j'attends d'avoir le rôle qui la serve et non pas le rôle qui la desserve, voilà. Et puis, voilà, c'est tout. Mais ça va venir. Non, mais on vous demande ça spontanément, c'est pas parce qu'elle se désespère que vous reconnaissiez son talent et qu'elle nous a contactés, pas du tout. Mais elle travaille, elle fait du théâtre, elle écrit des pièces, elle tourne régulièrement, elle est voilà. Mais qu'est-ce que elle a joué dans une pièce récemment? Oui, c'est ça. Si vous savez, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut pas. C'est difficile, hein. On peut pas aller. Il faut que que le désir vienne des autres. Il faut que cette petite se débrouille un peu par elle-même. Oui, c'est ça. Oui, tu as raison de le souligner. Parce que sinon, vous comprenez. S'il n'y a pas tout le temps derrière. C'est ça. Elle a quel âge, la petite? Elle a 57 ans maintenant. Ah, oui. Oh la pitchounette. Vous l'avez eu très jeune. Elle a 30 ans, elle est très belle et elle sera au théâtre en janvier, voilà. Ah, bah voilà. Est-ce pour vous entraîner à jouer un jour le rôle de Sarkozy que vous promenez dans les endroits publics avec votre fils sur les épaules? Alors oui, c'est le torticolis, voilà. C'est ça. C'est-à-dire, il y a des trucs qu'on peut faire à 20, 30, 40, voire 50, peut-être 60, mais après c'est difficile. D'avoir un fils de 4 ans sur le dos, ça fait. Mais c'est formidable quand même. Ça ressource.
Et enfin, pensez-vous toujours que pour être crédible, un baiser de théâtre ou de cinéma doit être un vrai baiser? Ça, c'est quand j'étais jeune pour draguer. Maintenant, je le fais plus. Même pas un peu pour le plaisir? Non. Puis j'ai plus de, c'est fini, c'est plus mon emploi. Ouais. Non, mais en tout cas, je colle des ventouses. Alain Delon, qui occupait votre place il y a quelques jours, soutenait également que il fallait aller plus loin que le simulacre pour que ce soit agréable peut-être, mais pour que le public y croit vraiment. Quand on est jeune, mais quand on est plus vieux, ça fait dégueulasse. Mais arrêtez, Daniel, avec votre âge. C'est pas le mien? Si vous ne fermez pas l'œil, ouvrez l'oreille. Les grosses têtes de Philippe Bouvard Sur RTL. Dans La femme du boulanger de Pagnol. Non, il y a 2 citations. C'est bien que ça commence par des citations, les grosses têtes. Tu viens depuis 75 ans. On a connu des nuls, mais alors à ce point-là... J'aime bien que Jacques en sursaut, il mouille son doigt. Qui a dit? Ça vous va? Qui a dit? Qui a dit? L'amour d'une vierge est aussi assommant qu'un appartement neuf. Il semble qu'on essuie les plâtres. Frédéric Dard? Un architecte? Non. Michel Audiard? Non. Un macho, un grand macho. Quelqu'un de vivant, Attends, Philippe, un grand macho. Il était un peu macho, oui. Vivant. Jean-Yann? Non, il est mort. Non, mort. Jean-Yann? Un auteur de pièces dramatiques. Pagnol. Oui, Marcel Pagnol, oui. Oui, Marcel Pagnol. oui, c'est Pagnol qui a dit ça. Il avait son franc-parler et beaucoup d'humour. Et puis il avait bien connu les actrices. Hein. Ah oui. Et il les faisait tourner. Alors je sais pas d'ailleurs s'il les faisait tourner parce qu'il les aimait bien ou s'il les aimait bien parce que il les avait rencontrés sur le plateau. C'est toujours par amour qu'on fait tourner les actrices. Oui, mais alors c'est quand on est marié avec une femme comédienne et qu'elle sait que son mari est en train de faire tourner une femme dont il est un peu amoureux, ça crée des problèmes. Bah, ils vont se quitter. C'est ce qui arrive souvent d'ailleurs. Voilà. Oui, regardez, Jean Rochefort a rencontré Nicole Garcia sur un tournage. Il y a des grandes rencontres qui donnent des beaux couples qui se passent comme ça. Oui, parce que la bigamie, ça n'existe toujours pas. Ça dépend où? Oui, enfin. Les tops et les flops. Oui. Ah oui. Alors bon, top, c'est le sommet, c'est le triomphe, on dira, l'apothéose. Voilà, Jean de Florette, Manon des Sources, parce que c'est à la fois une reconnaissance d'acteur, parce que c'est à la fois un succès international et c'est un grand succès public, et puis c'est aussi une reconnaissance de la presse. Voilà, c'est le succès. Puis c'est une vraie création aussi quand même. C'est une vraie composition en tout cas. Ouais, mais c'est la moindre des choses. Non, je veux dire Enfin, à moindre des choses, faut y arriver. Oui, mais enfin bon. Et le flop? Et le flop, alors il y en a beaucoup. Il y en a. Et un beau. Il y en a plein. Mais un très beau, parce que c'était un film auquel on croyait, qui était drôle, innovant. C'était avec Alain Chabat. C'était un film qui s'appelait La personne de personne. C'était un film trop compliqué, très drôle mais trop compliqué. Et celui-là, il a pas du tout marché. Et c'est juste. Les flops sont toujours tristes parce que ils sont inversement proportionnels au plaisir qu'on a à les tourner. Donc, car nous faisons les films avec la même force, la même intensité, la même joie, le même travail pour un AV que pour un bon film. On ne sait pas, nous, quand on fait les films, si ça sera un flop ou un top, mais on les fait avec plaisir. Donc ça reste, quoi qu'il arrive, des bons souvenirs, tous les films. Et maintenant, la bonne histoire. Ah la vache. Ah bah oui. Vous me croyez sorti d'affaires. Mais vous inquiétez pas, parce que c'est une bonne histoire. Ah, oui. Alors on me l'a raconté ce matin, j'espère que je vais m'en souvenir. C'est une famille bourgeoise, une famille juive bourgeoise qui doit marier la fille. Et enfin, la fille a trouvé un garçon et elle en parle à son père. Et elle lui dit, écoute papa, il est formidable, il est bien élevé, il est religieux, tu verras. Donc on l'invite à dîner. Effectivement, le dîner se passe bien, le jeune homme s'en va et le père convoque le jeune homme dans son bureau. Il lui dit, bon alors écoutez jeune homme, ce dîner s'est bien passé, vous êtes sympathique, tout ça, mais j'ai vu en bas là, garé avenue Foch, là en bas de chez moi, là, vous êtes venu avec une espèce de poubelle. Ma fille est habituée à avoir du confort, des belles voitures, tout ça. Il lui faut vraiment une belle voiture. Il dit, Dieu y pourvoira. Très bien. Bon, mais ma fille, vous avez vu, j'habite dans 600 mètres carrés et j'espère que vous n'allez pas la faire loger dans un taudis. Dieu y pourvoira. Et pour ses vacances, vous savez, c'est Saint-Tropez, c'est tout ça. C'est Dieu y pourvoira. Bon, enfin.
Chaque fois qu'il pose une question, Dieu y pourvoira, Dieu y pourvoira. Le type s'en va, et la femme vient le voir, et dit alors comment ça s'est passé avec ce jeune homme. Il lui dit, écoute, il est formidable. Comment tu l'as trouvé formidable? Oui, il est formidable. Pourquoi? C'est la première fois qu'on me prend pour Dieu. Très joli. Et puis en plus, elle est très convenable. On n'a pas l'habitude. J'en ai une autre, si vous voulez. Oui. Pourquoi la réception de Martial Pagnol en 1947 fut-elle une grande première dans l'histoire de l'Académie française? Il n'avait pas d'épée. Il y a eu un changement de rituel, il y a eu un... Il y a eu quelque chose sous la coupole qu'on n'avait jamais vu. Il ne remplaçait pas un mort? Un aioli? Une bouillabaisse. Une bouillabaisse. C'est quoi la question? La question, Mireille se réveille. il a été réceptionné à l'Académie française. Pourquoi est-ce que c'est une grande première dans l'histoire de l'Académie française? Il n'a pas lu son discours, il le savait par cœur. Non, C'était pas un jour courant pour une... Non, Ça vient de C'est celui une qui histoire l'a du reçu. remplace. Alors, Non, il c'est le avait remplace. accepté quelque chose qu'on n'avait peut-être pas proposé aux autres, mais qu'on n'avait jamais expérimenté sous la coupole. Le fauteuil numéro 13. Non. Ça a été filmé? Ça a été filmé. J'ai bien fait de venir. Bravo. La honte de l'invité d'honneur. Alors, la honte. Philippe, comme ça fait plus de 30 ans que je dois venir ici et que je suis jamais venu, donc je veux dire que la honte que je vais vous raconter, elle est balèze. Elle est balèze. Elle est à double détente. Et c'est presque un aveu. Et ça va me faire du bien de le dire. C'est une énorme confession. J'ai jamais été un bon élève. Je même peux dire que j'étais un cancre. Et mes parents, quand ils avaient fini leur saison de théâtre, ils faisaient d'autres boulots. Mon père était peintre en bâtiment, ou ma mère vendait aux galeries, aux nouvelles galeries, tout ça. Et ils m'avaient mis dans une école privée, une école chère, pour que je puisse passer mon BEPC. Je fais juste une parenthèse, c'est-à-dire que mon rôle dans Les Sous-doués, c'était pas du tout une composition. C'est-à-dire que et là, j'avais 18 ans. J'avais eu un accident très grave, et c'était donc à 19 ans, j'allais passer mon BEPC. Vous voyez, donc 5 ans de retard. Ils m'avaient mis dans cette école très chère, très chère. Et puis c'était une école bourrée de snobinards, de gens friqués, tout ça. Et puis tout d'un coup, je vois juste en face, comme ça, à la récréation, on fumait des cigarettes, et puis il y a mon père qui est en face sur un chantier, habillé en peintre, avec son pinceau plein de peinture, et moi je suis là avec mon petit cachemire, tout ça. Je lui fais un coucou comme ça de loin, et je lui souris, je vais pas l'embrasser, et il y a quelqu'un qui me dit mais c'est qui j'ai dit c'est un copain. Alors, je veux dire honte d'avouer que c'était votre père. Ouais. Et la honte surtout que j'ai depuis toujours. Bon, je me suis rattrapé depuis. Mais si vous voulez, la honte de la classe la classe sociale. C'est terrible, hein. Ouais. Je sais que ça fout un malaise, hein. Mais c'est pas grave, parce que si vous voulez, j'ai passé ma vie à me rattraper. Et c'est une façon de parler de mes parents qui sont pas là. Voilà, c'est tout, ils sont plus là. Une façon de dire que je les aime toujours. Mais c'est un truc d'adolescent, quoi. Et puis il y a des hontes qui poursuivent. Hein. Et surtout, c'est quelque chose qu'on ne peut jamais oublier. Non, jamais. Ça vous poursuivra. Ouais. Non, c'est fini maintenant, je vous l'ai dit, c'est à vous. Tout moment. Retrouvez les grosses têtes de Philippe Bouvard en podcast sur rtl.fr. Dernière citation. Dans La femme du boulanger. Non, qui a dit Citation. Je n'ai pas. Je n'ai pas. Excuse-nous de te réveiller en sursaut, Jacques. C'est vraiment un cycliste. Hein. Oh là. Oh, Philippe, la prochaine fois, Philippe. Non dopé, sans dopage. Bon, hein. j'en ai pas. Qui a dit, j'en ai plus. Mais si. Ah bah attends, je suis pas jeune. Vous l'avez lu en premier. Je l'ai lu en premier, alors je vais vous la redire. Premier. Qui a dit le cinéma français vit de ses comédies et récompense ses drames. Ah, alors, je sais, je le dis pas, mais je vous donne une indication, Daniel, pour que vous ayez le C'est dernier un mec mot. qui écrit des comédies. Non, mais il a failli être Hugolin. Alors, c'est Coluche. Eh ben oui. Voilà. Bonne réponse de Daniel Auteuil.
Oui, on va terminer comme d'habitude, puisqu'on sait maintenant... Par une chanson, maintenant vous voulez que je chante? Non. Ah, comme dit le beau-frère de Chevalier, c'est pas de refus, hein. Oui, ça serait bien. Sauf que là, nous avons mis de côté, parce que Madame Sergent de Colmar nous l'a envoyé, une histoire que va raconter, non, le mot est faible, interpréter Bernard Mabille. Sur le front de guerre, c'est la nuit. Les déflagrations se succèdent, les cadavres jonchent le sol. Un obus vient d'atterrir près du soldat Dupuis, envoyant en l'air des tripes et des morceaux de membres sanglants. Pris de panique, Dupuis s'enfuit. Il court, puis soudain, dans l'obscurité la plus totale, il heurte un militaire campé fièrement sur ses deux jambes. « Pardon, mon lieutenant !» s'exclame Dupuis. « Je ne suis pas lieutenant, soldat. » « Excusez-moi, mon commandant, » bafouille Dupuis. « Je ne suis pas commandant, je suis général. »« Ah, dit Dupuis, je suis déjà si loin du front. »